Bonjour à tous, on continue donc sur le produit scalaire, on va même terminer en tout cas pour cette partie de la géométrie dans l'espace. Et d'ailleurs quand il reviendra le produit scalaire, on ne découvrira rien sur le produit scalaire, simplement on sera amené à le réutiliser. C'est pour ça que je disais ça. En tout cas là donc on venait de voir, juste pour rappeler le contexte, les 3 formules en fait du produit scalaire qui n'utilisent pas un repérage, donc qui ne nécessitent pas ni une base ni un repère. Et donc on va voir la 4e qui elle au contraire, intervient quand on dispose justement d'une base et d'un repère. Mais d'ailleurs plus exactement, enfin une base ou un repère selon le contexte. Voilà, donc on en est là. Et donc c'est pour ça que la petite partie là, elle s'appelle, on en est là d'ailleurs, avec repérage justement. Donc on va voir que, pour ceux qui s'en souviennent pas, parce que ça a été vu en classe de première, qu'on peut donc définir le produit scalaire en utilisant simplement les coordonnées des vecteurs concernés, ou même des points concernés, puisqu'avec les points on sait qu'on peut calculer les coordonnées des vecteurs. C'est pour ça que je parlais de base ou de repère. Cependant, il y a une petite définition avant, parce que ça ne fonctionnera que si la base est orthonormée, et donc le repère aussi orthonormé. Donc on a quand même cette petite condition qui est loin d'être négligeable, parce que justement, si on n'est pas dans un cas de base ou de repère orthonormé, les calculs seront faux en fait. C'est-à-dire qu'on ne trouvera pas les mêmes résultats que si on était passé par les 3 autres formules qu'on a pu voir auparavant. Donc indispensable de revoir ce qu'est un repère orthonormé. Je dis revoir parce qu'en fait dans l'espace ça va être exactement la transposée de ce qui a pu être vu dans le plan en seconde et en première sur les repères orthonormés. On va retrouver exactement la même définition avec un axe de plus. Voilà. Alors, donc justement, qu'est-ce qu'on va appeler une base orthonormée? On a déjà vu ce qu'était une base. Hein. Et donc pour qu'elle soit orthonormée, voilà, je ne sais pas si c'est bien comme écriture, c'est un peu fin, bon je pense que vous y voyez quand même. Donc elle est orthonormée si ces vecteurs sont, alors ortho, il faut qu'ils soient orthogonaux, c'est-à-dire qu'on doit avoir, quand j'en prends 2 sur les 3, ils sont donc bien dans le même plan, et je dois avoir un angle droit entre les directions de ces 2 vecteurs. Autrement dit, ils doivent être orthogonaux. Et si j'en prends 2 autres aussi, et encore les 2 autres aussi. Donc quels que soient les 2 vecteurs que je prenne, il faut qu'ils soient orthogonaux parmi donc ces 3 vecteurs. Donc ça revient à dire si ces vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux, puisque comme je vous disais, la notion d'orthogonalité, ça ne se passe qu'entre 2 vecteurs. C'est pour ça qu'on dit 2 par 2. Quand on les prend 2 par 2, ils sont forcément orthogonaux. Donc ça c'est pour ortho. Voilà. Et après, il y a aussi normé. Alors, normé, ça veut dire qu'il faut que les vecteurs soient normés. Alors, vous savez pas forcément ce que ça veut dire, mais je vais vous l'expliquer. Ça veut simplement dire qu'il faut qu'ils soient de même norme. Et que cette norme-là, on va considérer que ça vaut 1, une unité. Voilà. Donc, il faut en gros qu'ils aient la même longueur, puisque la norme, rappelez-vous, hein, c'est la longueur. Et en plus, cette longueur va servir d'étalon. C'est-à-dire que c'est ça qu'on va considérer être 1. Et après, tout le reste sera proportionnel à cette longueur-là, comme on fait à chaque fois sur les axes. Hein. En fait, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Mais là, on pose un peu le vocabulaire, on formalise un petit peu des choses que vous avez déjà vues et remarquées. Donc, orthogonaux, et ces vecteurs doivent être de même norme. Et cette norme, justement, que l'on choisit comme unité. Ce qui revient à dire que donc, la norme de I doit être égale à la norme de J, qui doit être égale à la norme de K, qui elle-même est égale à 1. Voilà, on considère que ça vaut 1. Ça ne veut pas dire que quand je prends ma règle et que je les mesure, ils valent 1 cm ou 1 mm. Hein. Simplement, même s'ils ils mesurent, je veux dire, 5 cm, on va considérer que ces 5 cm, c'est 1. Voilà. Pour le repère, bon, rien de très compliqué, simplement il va être orthonormé si la base qui le compose est orthonormée. Voilà. L'origine, le point d'origine du repère ne va pas intervenir dans le fait d'être orthonormé ou pas. Donc, un repère est orthonormé si la base, justement, donc IJK, c'est la base du repère, hein, est orthonormée.
Voilà, donc pourquoi cette définition arrive là, je l'ai déjà dit, hein, parce que justement pour définir un produit scalaire dans l'espace avec des. Enfin dans l'espace ou dans le plan d'ailleurs, hein, avec des coordonnées en tout cas, il nous faut absolument nous placer dans une base ou dans un repère orthonormé. Voilà, alors dans une base orthonormée, donc justement, hein, vous voyez, maintenant ça intervient à chaque fois, IJK, si je considère donc U de coordonnées x, y, z, donc là ce sont des vecteurs, v de coordonnées x', y', z', eh bien le produit scalaire, alors il y en a peut-être qui se souviennent un petit peu quand c'était dans le plan, en 2D, il y avait juste xy et x', y', et vous faisiez xx' plus y'. Donc c'est assez simple en fait, hein. C'est-à-dire que je multiplie par étage, et après j'additionne les étages. Hein, je vulgarise évidemment, mais pour qu'on se comprenne bien. Ben, la même idée, sauf qu'on va le faire avec 3 étages, avec 3 coordonnées. Donc, je vais pouvoir en déduire que U scalaire V égale xx' plus yy' plus zz'. Voilà. Et donc finalement, on se rend compte que calculer un produit scalaire dans l'espace du moment où on a les coordonnées, c'est très très simple. En réalité, c'est très très simple. Il n'y a pas forcément besoin ni d'angle, ni de longueur, etc. Mais faut-il encore être dans une base orthonormée ou un repère orthonormé et connaître les coordonnées? C'est pas non plus... parce que rappelez-vous, les coordonnées correspondent à des décompositions vectorielles. Donc bon, finalement, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, hein. Alors bon, vous avez de la chance au bac, en général, on vous fournit des coordonnées, donc c'est pas forcément problématique. Mais voilà, il faut pas oublier que l'air de rien, selon le point, pour avoir le point ou le vecteur, pour avoir les coordonnées, c'est pas si simple non plus. Même si la formule là comme ça est très simple à appliquer. Alors celle-là, on va se payer le luxe de la démontrer, parce que la démonstration n'est pas très difficile, et encore une fois, ça permet de vous donner une petite fenêtre quand même sur le supérieur, voilà, sans qu'elle soit effrayante. Là pour le coup c'est assez simple et ça vous montre un petit peu. Donc comment on pourrait démontrer justement cette assertion, là, cette égalité? Eh bien, on va partir du fait que U et V ont les coordonnées, donc x, y, z, x', y', z'. Alors déjà, on va exprimer ça de façon plus formelle, c'est-à-dire qu'on va l'exprimer avec une décomposition, puisque le fait que U est pour coordonnées x, y, z dans la base IJK, ben, ça veut dire que U, c'est x fois I, plus y fois j, plus z fois k. C'est exactement comme ça que ça se définit. Et pour V, même principe, sauf que c'est avec x', y', z'. Voilà. Donc là déjà j'ai une écriture vectorielle. Et à partir de là, je vais pouvoir utiliser les opérations qu'on a vues et revues même hein, sur le produit scalaire. Donc je vais pouvoir dire que U scalaire V, bah, finalement c'est deux V. Alors c'est un peu long, hein, vous allez voir, c'est un peu long à écrire, mais c'est pas très difficile à comprendre. Et c'est le principal, hein, je dirais. Donc si j'écris mes deux vecteurs, pardon, comme ça plutôt. J'ai mis n'importe quoi. Non, c'est ça. Pardon. Produit scalaire. Maintenant, je fais pareil avec les primes. Y', Alors, j'essaie de bien former mes lettres hein, pour que vous compreniez bien. Voilà. Donc, j'ai une addition scalaire, une addition de vecteurs. Et on avait vu que, justement, la distributivité s'applique pour le produit scalaire. Donc, en fait, j'ai le droit de faire comme si c'était des nombres, hein, et donc de distribuer. Alors, ça paraît long, hein, et ça l'est. Parce qu'au final, j'ai donc plein de distributions à faire. Mais on va y arriver, hein, c'est un peu long, mais ça se fait. Alors, d'abord le i avec le i. Donc, alors j'essaie par contre de ne pas mettre trop d'étapes, hein, parce que sinon, ça va devenir compliqué. Donc, j'ai xx' et i scalaire i. I scalaire i, c'est i carré. Rappelez-vous, le carré scalaire, donc ça revient même à mettre... Je peux faire tout d'un coup, ça évitera de tout réécrire. Ça revient même à mettre la norme de i au carré. Et rappelez-vous, la norme de i, c'est 1, puisque je suis dans une base orthonormée. Donc on va voir là, hein, justement, c'est pour ça que je tiens la démonstration, parce que vraiment, vous allez voir pourquoi il faut que la base soit orthonormée pour que la formule fonctionne. Donc, je continue. Après, j'ai x avec y', donc x, y', et j'ai i scalaire j. Sauf que i scalaire j, ça fait 0, puisque la base est orthonormée. Autrement dit, les vecteurs sont orthogonaux 2 à 2. Donc i et j sont orthogonaux. Donc 0. Donc en fait, tout ça, ça va disparaître. Ensuite, j'ai x, z', même combat. I scalaire k, i et k sont orthogonaux 0. Donc je pense que vous commencez à comprendre qu'en fait, il ne va pas rester grand-chose. Ensuite, y, x',
J scalaire I, pareil. Y prime JJ, donc J carré. Voilà, donc je peux l'écrire d'ailleurs, hein, ça fait 1, ça fait 1. Ensuite, YZ prime J scalaire K, 0. Ensuite, vous voyez, c'est long, mais c'est pas grave. Vu que c'est pas trop dur, on accepte. ZX prime I scalaire... non, pardon, j'ai dit n'importe quoi. K scalaire I. Quoique, hein, I scalaire K et K scalaire I sont égaux, donc c'est pas très grave. Égal à 0. Ensuite, ZY prime K scalaire J, 0. Et donc, il nous reste ZZ prime K au carré. Autrement dit, norme de K au carré, qui elle vaut 1. Et donc, au final, bah, tout s'en va, sauf XX prime fois 1, donc XX prime, YY prime et ZZ prime. Voilà. Et donc, effectivement, il nous tombe la formule qu'on a écrite, qui paraissait quand même un peu mystérieuse. J'avais envie que vous voyiez d'où ça vient. Voilà. Et donc, effectivement, c'est la base orthonormée qui fait marcher la formule, hein, clairement. Ok, bon, très bien. Donc maintenant, on se place, donc on va essayer l'exemple, qui n'est pas très difficile, vous allez voir, on se place dans un cube d'arête 1. C'est pas anodin qu'on se place dans un cube, hein, parce que vous voyez, on va prendre comme repère la base, D, mais après la base DA, DC, DH, qui sont des côtés, enfin des arêtes du cube qui valent toutes 1, donc effectivement, ça va former une base orthonormée. En plus, DA, DC, DH sont bien des arêtes qui sont à chaque fois orthogonales entre elles, donc on a bien une base orthonormée. Et même le cube, si le cube avait eu une arête de 2 aussi, ce qui fait marcher le fait que ce soit orthonormé, c'est que ce soit un cube, que donc toutes les arêtes mesurent la même longueur. Bon, alors, donner les coordonnées des sommets du cube dans ce repère. Bon, ça, on commence à avoir l'habitude. Simplement, je vais tracer le repère pour qu'on se le visualise bien, là. Donc, DA, DC, DH, c'est celui qui est en arrière-plan. Donc, donc le point A, voilà, tant qu'à faire, on va le faire dans l'ordre alphabétique. Donc, 1, 0, 0. Le point B, 1, 1, 0. Le point C, 0, 1, 0. Le point D, bah oui, c'est l'origine, pardon, 0, 0, 0. Le point E, 1, 0, 1. Le point F, 1, 1, 1. Ok. G, 0, 1, 1. On a à peu près toutes les combinaisons. Et H, donc 0, 0, 1. Ok. Ensuite, démontrer que les vecteurs AG, H, F sont orthogonaux. Alors, on a vu qu'avec un produit scalaire, on montre très vite que deux vecteurs sont orthogonaux. Il suffit de calculer le produit scalaire et de trouver 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va justement calculer les coordonnées de AG, calculer les coordonnées de HF, calculer leur produit scalaire et montrer que ça fait 0. C'est plus long à dire qu'à faire en fait, hein. Donc, AG, alors on a moins 1, 1, 1. HF, F moins H, attention, hein. Donc 1 moins 0, 1 moins 0, 1 moins 1, donc 1, 1 et 0. Non, 1, oui c'est ça, pardon, 1, 1, 0. Voilà. Et donc maintenant, j'en déduis le produit scalaire. Je suis dans un repère orthonormé, donc pas de problème. Moins 1 fois 1, plus 1 fois 1, plus 1 fois 0. Hein, on est d'accord, j'espère que je ne vais pas trop vite. Je fais donc par étage, comme je disais. Voilà, et pour le dernier, pareil, 1 fois 0, 1 fois 0. Et c'est toujours des plus qu'il y a entre les multiplications. Donc, il nous reste, du coup, si on fait nos totaux, donc moins 1 plus 1 plus 0, autrement dit, 0. Donc, effectivement, AG et HF sont orthogonaux. Donc, forcément, hein, quand on a les coordonnées et qu'on a la formule du produit scalaire avec coordonnées, ça devient plus tellement effrayant de calculer un produit scalaire. C'est pour ça que je vous expliquais, quand on avait fait l'exercice sur le produit scalaire sans repérage, qu'on allait surtout, souvent, vous demander d'utiliser les autres formules, donc celles sans repérage, plutôt pour en déduire un angle, pour en déduire une longueur qu'on n'avait pas, quelque chose comme ça. Parce que finalement, le calcul lui-même du produit scalaire, si on dispose d'un repère, ne nécessite pas forcément les trois autres formules.
qui sont très intéressantes et très importantes, hein, attention. Hein. Je ne suis pas en train de les minimiser, simplement, elles sont indispensables, surtout quand on n'a pas de repère. Dans les autres cas, quand on a un repère, elles sont indispensables plutôt pour en déduire autre chose que le produit scalaire lui-même. Voilà. Bon, on continue. Alors, donc là, je me suis placée dans un repère parce que vous allez voir qu'on va faire intervenir aussi des points. Et les points, eux, n'ont pas de coordonnées dans une base. Il leur faut absolument un repère puisqu'ils sont figés dans l'espace, donc il nous faut aussi une origine. Voilà. Mais bon, ça ne va pas changer grand-chose et on peut aussi manipuler des vecteurs, bien sûr, dans un repère. Alors, cette dernière propriété, que j'ai mis au pluriel d'ailleurs, parce qu'en fait, on va écrire deux formules, mais qui finalement sont les mêmes, c'est simplement pour arriver à calculer des longueurs, justement quand on dispose d'un repère. Donc, dans l'espace, hein, bien sûr, et quand on dispose des coordonnées de 2 points, par exemple, si je veux calculer la distance entre les 2 points, donc c'est une longueur, ou bien quand je dispose des coordonnées d'un vecteur, comment je calcule la longueur de ce vecteur, sans forcément connaître son point d'origine et son point d'arrivée. Voilà, donc c'est ça qu'on va voir. Là aussi, ce sont des formules qui ont été vues en première, que simplement on transpose dans l'espace avec une coordonnée de plus. C'est tout. Alors, je suis en train de réfléchir à comment je vais vous présenter ça. Je pense que je vais le faire comme ça. Je vais quand même faire une espèce de petite démonstration en fait. Hein. Donc imaginons que je prenne un vecteur U, je veux connaître sa longueur. Je vous avais expliqué que le carré scalaire, donc U scalaire U, qu'on note aussi U carré, qu'on note aussi norme de U au carré, on avait expliqué hein, pourquoi. On va utiliser justement cette notation. Et donc finalement, si je fais... oui, on va le faire comme ça. Donc si je calcule U scalaire U, naïvement quoi, hein, c'est-à-dire que x, y, z, scalaire, x, y, z. Bon, bah qu'est-ce que je trouve ? Je trouve x fois x, donc x au carré, plus y fois y, y carré, plus z fois z, z carré. Je trouve ça. Donc finalement, ça veut dire que la norme de u au carré est égale à ça. Et donc la norme de u, ça va être simplement la racine de ça. Voilà, donc ça c'est la démonstration que je peux faire en utilisant justement la formule qu'on vient de démontrer, donc c'est une démonstration très simple. Après, dans le plan, vous l'aviez certainement vu aussi avec donc juste x carré, y carré, en enlevant le z carré, là. Et vous l'aviez sûrement démontré tout simplement en utilisant le théorème de Pythagore. Il y a des chances que vous l'ayez démontré et que vous l'ayez démontré de cette manière-là. Voilà, donc vous l'avez peut-être fait aussi en utilisant la formule du produit scalaire, hein, je sais pas, mais souvent, en tout cas au moins, même en seconde, hein, parce qu'on la voit déjà en seconde cette formule. En seconde, bon évidemment, on peut pas utiliser le produit scalaire, donc ça a dû être démontré que le théorème de Pythagore, pour ceux à qui ça rappelle quelque chose. Voilà, enfin tout ça pour dire donc que pour tout vecteur U, donc qu'on prend de coordonnées x, y, z, donc dans IJK, alors là c'est juste pour placer le vecteur dans la base, mais bon, de toute façon, du moment où il est dans le repère, il est aussi dans la base. Hein. Donc sa norme, je vous rappelle que les doubles barres, ça veut dire ça veut dire la longueur du vecteur, la norme, se calcule donc en additionnant les carrés de toutes les coordonnées et en prenant la racine carrée de tout ça. Voilà. Donc finalement, c'est très simple aussi à partir des coordonnées du vecteur. Et ça pose pas de gros soucis. Hein. Donc là aussi, bon, c'est pas tellement le calcul des distances qui posera problème dans l'espace. Sauf exception, bon, vous verrez que ça peut arriver quand on vous demande... parce que des fois, on vous donne pas les points, ou on vous donne pas... Enfin, il peut manquer des données qui nécessitent un peu plus de réflexion. Mais globalement, calculer une distance quand on connaît les coordonnées, ça n'est pas quelque chose de bien compliqué. Alors, maintenant, si on a des points, donc je veux la distance entre deux points A et B. Donc pour tout A et B, points de l'espace. J'aurais peut-être pu mettre pour tout point de l'espace A et B. Bon, peu importe. Alors, si je veux la longueur AB, en fait, c'est la norme du vecteur AB. Je pense que jusque-là, tout le monde me suit. Et justement, alors je vais me permettre de l'écrire en dessous. AB, je vous rappelle que c'est... Les coordonnées, ce sont xb moins xa, yb moins yk et zb moins za. Ça, on l'a déjà vu utiliser plein de fois.
Donc si je veux calculer justement la longueur AB, ça revient à calculer la norme de ce vecteur, c'est-à-dire la longueur de ce vecteur. On vient de voir comment on calcule la longueur de ce vecteur. Donc finalement, je n'ai plus qu'à utiliser la formule et à dire, bon bah oui, ok, la première coordonnée c'est xb moins xa, donc ça c'est mon x carré, plus la deuxième coordonnée au carré, donc yb moins yk au carré, plus, pareil avec z, pardon, donc za moins zb au carré. Voilà, donc ça c'est la version avec des points. Donc quand vous avez 2 points, soit vous connaissez cette formule, bon il y en a plein qui la connaissent, hein, c'est pas si difficile que ça à apprendre, sachant que c'est une formule que vous avez déjà vue. Soit vous calculez en fait d'abord les coordonnées du vecteur. Moi vous verrez que je le fais souvent ça, parce que je trouve ça assez pratique, au moins on a aussi les coordonnées du vecteur en même temps. Donc vous pouvez calculer les coordonnées du vecteur, et ensuite calculer la norme du vecteur. On peut le faire en 2 fois en fait, plutôt que d'écrire d'un coup la formule. Bon. On verra des exemples de toute façon, mais ces 2 formules sont parfaitement équivalentes. Simplement, il faut... Enfin, ça dépend ce que vous avez, quoi, voilà. Disons que la première, on ne peut l'utiliser que si on a les coordonnées du vecteur. Donc si vous n'avez pas directement le vecteur, il faut d'abord le calculer, c'est tout. Voilà. Bon, donc ça nous permet d'avoir les dernières formules, et donc de traiter le dernier exemple, qui vous allez voir n'est pas bien sorcier non plus. Donc là, on travaille cette fois-ci avec le parallélépipède rectangle. Donc c'est comme un cube, sauf que la base est rectangulaire. Voilà, donc on a AD égale AE égale 1. AB égale 2, donc en longueur, hein, bien sûr. I est le centre du carré ADHE. Ok, et J est le milieu de l'arête DC. Bon, tout est écrit sur le dessin. On a en plus, alors, je ne sais pas si vous l'avez sur la photocopie, mais là à l'écran on voit le codage, donc a priori c'est assez clair. Et donc on vous demande de justifier pourquoi DDA, DJ, DH est un repère. Alors déjà on va le matérialiser. Donc DA, DJ, DH. Là vous voyez qu'ils ne prennent pas tout DC par exemple. Bon, évidemment, il y a une raison qu'on va expliquer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que le repère soit orthonormé? Bien, déjà, il faut que les 3 vecteurs soient un repère. Bon, ils vous disent que c'est un repère, donc on n'a pas vraiment besoin de justifier que c'est un repère, parce qu'on vous dit le repère machin. Bon, a priori, on est parti du principe que c'était un repère. Bon, si on nous le demandait, il suffirait d'expliquer que DA, DJ, DH ne peuvent pas être coplanaires, dans la mesure où les 4 points concernés, justement, ne le sont pas. Hein. On part bien on part de D. DA, DJ sont tous les deux dans le plan du bas, la face ABCD, alors que DH, qui lui part aussi du même point, ne peut pas avoir le point H dans la face ABCD, donc il ne peut pas être coplanaire avec les autres, donc de toute façon les 3 vecteurs ne seront pas coplanaires. Bon. Ça, on ne vous le demandait pas vraiment, donc je l'écris pas. Alors pourquoi il est orthonormé? Donc qu'est-ce qu'il faut qu'il vérifie? Il faudrait que tous les vecteurs soient orthogonaux 2 à 2, c'est bien le cas. Puisque à chaque fois, quand j'en prends 2, ils se situent, ils correspondent à 2 côtés orthogonaux d'un rectangle. Donc, DA, DJ et DH sont orthogonaux 2 à 2. C'est parce que, en fait, la figure globale est un parallélépipède rectangle. Hein. Donc 2 à 2, on va dire les choses un peu plus précisément. Donc car ADHE, donc ça c'est pour DADH, ADHE, DCGH, ça c'est pour DJ, oui ça c'est pour DJDH, et ABCD, ça c'est pour DADJ, sont des rectangles. Ça suffit, je pense. Hein. Après, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de rentrer un peu plus dans les détails. Et de plus, DA est égal à DJ qui est égal à DH qui est égal à 1. Donc, ça suffit en fait. Je réfléchis, mais je vais le mettre plutôt là. Donc, DA, DJ, DH est bien un repère orthonormal ou orthonormé. Les deux se disent. Eh bien, orthonormé. Voilà. Donc ça, bon, question assez classique, je dirais. Donner les coordonnées des points B et I dans ce repère. Bon,
pas très difficile. On vous dit bien donner, donc on ne vous demande pas une justification extraordinaire, hein, on n'en demande pas d'ailleurs. Donc B, ce serait une fois DA et 2 fois DJ, donc 1, 2 et 0. Et ensuite I. Alors I, bon, beaucoup, et j'imagine déjà qui, beaucoup vont me dire que c'est évident, mais je vais quand même écrire la décomposition pour justifier légèrement. Donc DI, c'est 1/2 de DE, et DE, il s'obtient en faisant DA plus DH. Ou bien, vous pouvez dire DH plus HE, et HE est égal à DA, donc vous retombez bien sur ce que j'ai dit. Donc on peut dire DA plus DH, et donc 1/2 de DA plus 1/2 de DH. Voilà. Ce qui justifie que I a pour coordonnées 1/2, il n'y a pas de DJ, donc 0, et DH, il y en a 1/2. Donc 1/2, 0, 1/2. Ok, et après, donc on demande d'en déduire la longueur BI. Alors voilà, mais, je vais vous faire les deux versions de rédaction. Alors soit vous partez directement BI racine de, et donc vous appliquez, alors xb, enfin xi moins xb au carré, etc. Alors d'ailleurs, ça donnerait quoi? Donc 1/2 moins 1 au carré, plus 0 moins 2 au carré, plus 1/2 moins 0 au carré. Voilà, puis on calcule tout ça. Donc 1/2 moins 1, ça fait moins 1/2, quand je mets au carré, ça fait 1/4, moins 2 au carré, ça fait 4. Le moins est dans le carré, hein, donc ça ne peut pas faire du négatif, vos carrés dans les normes, là, à chaque fois. Et 1/4, voilà, donc on se retrouve avec donc 2/4, donc 1/2, et donc 9/2. Donc, autrement dit, 3 sur racine de 2. Attendez, que je ne dise pas des bêtises. Ah, alors attendez, je crois que j'ai une erreur dans mon B. B, ah non, c'est ça. 1, 1, 1, 2, 0, non, c'est ça. Non, donc je pense que c'est bon, pardon, hein, je voulais juste pas écrire de bêtises. Donc, a priori, on est bon, puisque ça fait 4 plus 1/2, et donc ça fait bien 9/2. Ok. Alors, donc ça, c'est une façon donc, de le rédiger, c'est-à-dire en direct. Je remplace dans la deuxième formule. Soit je calcule, sinon, d'abord les coordonnées du vecteur. Donc, le vecteur, là, ça me donnerait 1/2 moins 1. Mais vous voyez que je retombe sur les calculs que j'ai fait là, en fait, hein, c'est logique. Hein. Donc, 1/2 moins 1, moins 1/4. Ensuite, donc 0 moins 2, moins 2. Et 1/2 moins 0, 1/2. Qu'est-ce que j'ai dit? N'importe quoi. On va y arriver. Moins 1/2, moins 2 et 1/2, voilà. Et donc, après, je peux en déduire BI en calculant la norme du vecteur, c'est-à-dire que je mets tout au carré, et je calcule, et j'additionne, pardon, et je calcule. Donc, plus 1/2 au carré. Voilà. Donc, je retombe exactement sur le même calcul, c'est le but, hein, d'ailleurs, hein, sinon il y aurait un problème. Hein. Donc, 1/4 plus 4 plus 1/4. Autrement dit, racine de 9/2. Et c'est ça, 4 plus, oui, ok. Donc 3 sur racine de 2. Voilà, donc ça c'est... alors la barre, là, ça veut dire où, hein, vous faites pas les deux, bien entendu. Soit vous choisissez à chaque fois de vous référer à la formule qui correspond à la norme d'un vecteur, soit vous apprenez les deux, et vous, en fonction, soit vous avez les points, vous appliquez la deuxième, soit vous avez le vecteur, vous appliquez la première. Voilà, à vous de voir. Vous êtes assez grand, je pense, pour décider, peu importe, les deux sont parfaitement équivalentes. Bon, bah écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette partie-là. Il y aura 2 autres parties sur la géométrie dans l'espace qui seront indispensables parce que justement, là on a déjà commencé à travailler quelques questions de bac, mais là c'est vraiment encore une initiation, je dirais. On n'est vraiment pas capable encore pour l'instant de traiter un sujet de bac sur la géométrie dans l'espace, il nous manque beaucoup de choses. Mais qui sont pas forcément difficiles si vous avez bien intégré toute cette partie-là. Elle va être importante parce qu'elle est à la base de ce qu'on va faire après. Pas avoir de lacunes là-dessus. Si vous n'avez pas de lacunes sur tout ça, franchement, il n'y a pas de raison pour que les parties 2 et 3 se passent mal. Parce que c'est plus, en fait, on va avoir des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, etc. Mais pas forcément des techniques, enfin oui, on en verra, mais enfin normalement, si vous n'avez pas de soucis sur tout ce qu'on a fait là, les calculs, etc., ça devrait aller. Voilà. On rajoutera bien sûr des choses, sinon on ne ferait pas d'autres chapitres, hein, donc forcément, ça devrait aller.
Voilà, bah, écoutez, merci pour votre écoute. J'espère que ça a été, suffisamment clair et bien entendu, j'attends vos questions quand on se revoit, au prochain cours. Merci de les noter, de me les poser et ce sera avec plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir.